Bonjour les premières 6. Alors d'abord, vous allez excuser ma voix qui est plus qu'enrouée. Donc j'espère que vous allez quand même bien entendre la lecture linéaire de l'extrait numéro 2, donc des essais de Montaigne. Je vous rappelle qu'on était donc dans l'essai qui s'intitulait Des cannibales. Et ce texte numéro 2 va justement nous introduire à ce phénomène de cannibalisme qui a tellement choqué les Européens au XVIe siècle. Donc, comme d'habitude, pour l'intro, vous parlez de Montaigne, de l'humanisme, de la Renaissance, vous dites que ça fait un moment qu'on attend finalement que Montaigne nous parle de ces cannibales, parce que c'est quand même le titre de l'essai, et pour l'instant, il n'en a pas parlé. Une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, vous procédez à la lecture du texte, ce que je vais vous faire aussi. La remarque que je vais vous faire est assez générale aussi au niveau de la lecture. Il faut que vous pensiez bien que les phrases de Montaigne sont très souvent longues et qu'elles permettent de mettre en valeur en quelque sorte la réflexion logique de l'auteur. Donc il faut que vous ayez suffisamment de souffle et que vous soyez capable de mettre suffisamment en valeur les phrases ou les mots-clés. Ils ont leur guerre contre les peuples qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant dans la terre ferme. Guerre au cours desquelles ils combattent tout nus, sans autres armes que des arcs ou des épées de bois effilées par un bout, à la façon des lames taillées de nos épieux. C'est une chose étonnante que de voir la vigueur de leurs combats, qui ne finissent jamais que par la mort et l'effusion de sang. Car, pour la déroute et l'effroi, ils ne savent ce que c'est. Chacun rapporte comme trophée personnel la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir, pendant une longue période, bien traité leurs prisonniers et leur avoir offert toutes les commodités qu'ils peuvent imaginer, celui qui en est le maître fait une grande assemblée des gens qu'il connaît. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'être attaqué par lui. Et il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et tous les deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le font rôtir et en mangent en commun, et ils en envoient des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient autrefois les Scythes, c'est pour signifier une extrême vengeance. En voici la preuve. Ayant remarqué que les Portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mise à mort contre eux quand ils les faisaient prisonniers, mise à mort qui consistait à les enterrer jusqu'à la ceinture et à tirer au demeurant du corps un grand nombre de flèches et à les pendre après, les cannibales pensèrent que ces gens de l'autre monde, comme ceux qui avaient répandu la connaissance de beaucoup de vices chez leur voisinage et qui étaient bien plus experts qu'eux en toutes sortes de malices, ne se livraient pas sans raison à cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus désagréable que la leur. Et ils commencèrent à abandonner leur ancienne pratique pour suivre celle-ci. Ce qui me désole, ce n'est certes pas que nous remarquions l'effroyable barbarie qu'il y a dans une telle action. C'est bien plutôt que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés sur les nôtres. Donc, comme d'habitude, une fois le texte lu, vous allez passer au mouvement du texte. Donc, là aussi, moi j'en ai trouvé 4. Après, vous pouvez aussi trouver d'autres mouvements à ce texte. C'est pas figé. Si vous voulez adopter d'autres mouvements, vous me l'envoyez simplement par texto pour vérifier, par WhatsApp pour vérifier que ça colle avec le texte. Donc, de mon côté, j'ai dit de la ligne 1 à la ligne 5 que Montaigne montrait le courage pendant la guerre, le courage des Indiens pendant la guerre. De la ligne 5 à la ligne 14, on avait accès à une scène de cannibalisme rituel. De la ligne 14 à la ligne 22, la preuve de la férocité des Européens.
et de la ligne 22 à la ligne 24, une conclusion. Vous voyez que la dernière partie, comme pour le texte 1, est très courte. Montaigne aime bien faire comme ça des petites conclusions, parce que comme il procède tout le temps par digression, on peut perdre le fil de son discours. Donc, il est question d'abord, avant même du cannibalisme, de la guerre que mènent les Indiens contre leurs prochains. C'est une guerre de territoire et non pas une guerre de religion, comme c'est le cas en France à cette époque-là, puisqu'il y a donc deux compléments circonstanciels au-delà de leur montagne et plus avant dans la terre ferme. Ce que note Montaigne, c'est que ils vont à cette guerre de manière extrêmement démunie, finalement, contrairement aux Européens qui possèdent des cuirasses et la connaissance des fusils, par exemple. Les Indiens, eux, ils vont tout nus. Et l'adverbe « tout » insiste donc sur cette nudité. La tournure négative de la phrase « sans autres armes que des arcs ou des épées de bois » insiste aussi sur le fait que leurs armes sont très grossières. Hein, c'est des choses très simples. Et Montaigne va identifier à la façon des lames taillées de nos épieux pour que le lecteur s'imagine mieux de quoi il s'agit comme arme, sachant que les épieux, dans notre société, ne sont pas utilisés du tout comme des armes, mais plutôt pour faire des barricades, en fait, hein, pour mettre du bétail derrière. Ensuite, on a une phrase qui commence par un présentatif. Vous remarquerez que c'est assez fréquent chez Montaigne. C'est un effet de mise en valeur qu'il utilise souvent. C'est une chose étonnante que de voir la vigueur de leur combat. Donc, déjà, le fait qu'il utilise que l'adjectif « chose étonnante », ça montre que cette vaillance qu'ont les Indiens ne serait pas identique à celle des Européens. Si c'est étonnant de voir ça chez les Indiens, c'est que c'est pas courant chez les Européens, et donc ça sous-entend que les Européens se montreraient plutôt lâches au moment de la guerre. Ensuite, ce qu'on peut voir, donc, c'est que ces combats sont particulièrement rudes, et ces hommes sont vigoureux et très courageux. Ils n'ont pas peur de la mort, comme le montre la fin de cette proposition. Hein. Ces combats ne finissent que par la mort et l'effusion de sang. Pourquoi ça finit par la mort ? Parce qu'en fait, ces Indiens ne connaissent pas la lâcheté. Hein. Il est hors de question pour eux de tourner le dos à l'ennemi, contrairement à sous-entendu, contrairement à ce que font les Européens. Pour la déroute et l'effroi, ils ne savent ce que c'est. Par ailleurs, donc la phrase suivante commence par « Chacun rapporte comme trophée personnel la tête de l'ennemi ». Donc là, on commence le deuxième mouvement, les conséquences de la guerre. La première conséquence de la guerre, c'est donc soit l'ennemi est mort. Et dans ce cas, Montaigne va préciser une pratique qui pourrait sembler particulièrement horrible, puisqu'il est question d'attacher la tête de l'ennemi mort à l'entrée du logis. Alors, évidemment, c'est un détail qui peut sembler absolument horrible, mais en même temps, ça montre que celui qui habite dans ce logis est un guerrier particulièrement valeureux. Hein, plus il y aura de têtes attachées à votre logis, et plus vous montrerez un vaillant guerrier. Donc ça, c'est pour les ennemis qui sont morts. Pour les ennemis qui sont faits prisonniers, le sort va être un petit peu différent. Ils vont être mis à mort pour un festin. Mais en attendant, ils ne sont pas maltraités. Hein, au contraire, Montaigne insiste sur le fait qu'ils sont bien traités, à la ligne 7, et qu'on leur offre toutes les commodités qu'ils peuvent imaginer. Donc on a là une hyperbole qui montre effectivement que contrairement à ce que pratiquent les Occidentaux vis-à-vis des Indiens, eh bien, les prisonniers, eux, sont bien traités. Alors arrive quand même le jour où les prisonniers sont mis à mort. Et c'est là donc que nous entrons vraiment dans la question du cannibalisme. C'est un rituel qui peut sembler barbare, mais en fait, on va remarquer que c'est un rite d'hospitalité et une marque d'amitié. En effet,
c'est présenté un peu comme une fête, comme pourrait être un mariage par exemple, ou un baptême, puisque donc, on réunit une grande assemblée, des gens que connaît donc le vainqueur, et ensuite donc, il y a des détails précis sur la méthode employée. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, et il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. On remarquera quand même une petite incise de Montaigne. De peur d'être attaqué par lui, ça montre que l'ennemi, même vaincu, demeure quand même une menace. Il ne s'avoue pas vaincu, finalement, même jusqu'au dernier moment. Donc, une fois que cet ennemi est attaché d'un bout par son maître et de l'autre par le meilleur ami de son maître, tous les deux se mettent à le frapper, à l'assommer à coups d'épée. Et donc, le prisonnier est inconscient au moment où le supplice de le faire rôtir a lieu. C'est une pratique qui diffère de celle des Occidentaux, puisqu'on a de nombreux témoignages, et en particulier chez Las Casas, dans la très brève relation de la destruction des Indes, que les Européens, les Portugais, les Espagnols réunissaient des Indiens dans des grandes baraques en bois et y mettaient le feu. Donc ils les rôtissaient, mais vivants. Donc finalement, la pratique des Indiens serait moins barbare que la pratique des Européens. Cette scène, on peut remarquer aussi qu'elle est racontée au présent, comme pour faire en sorte que le lecteur puisse la vivre en temps réel, comme s'il pouvait y assister. Elle est décrite en détail, et donc finalement, donc, ce prisonnier est rôti, et il est démembré, et chaque membre de l'Assemblée a droit à sa part du festin. On remarquera d'ailleurs que même ceux qui sont absents ne sont pas oubliés, puisque, comme le signale Montaigne, on leur envoie des morceaux pour ceux donc, qui sont absents. C'est vraiment un rite de communauté, un rite d'hospitalité, de partage, puisque ils en mangent, donc, comme le signale Montaigne, en commun à la ligne 12. Cette scène de cannibalisme donc, se termine à la ligne 14 avec la mention du fait que ce n'est pas, contrairement au Scythes, une forme pour se nourrir, parce qu'il n'aurait pas de quoi d'autre se nourrir. C'est une forme de vengeance extrême. Alors quelques mots quand même sur les Scythes avant de poursuivre. Les Scythes, c'est un peuple originaire d'Asie centrale qui se situe donc au nord de la Grèce. C'est un des 4 mondes barbares répartis géographiquement selon les points cardinaux. Et ils sont réputés pour être un peuple particulièrement barbare qui se dévore entre eux, mais non pas par rite, mais plutôt véritablement par goût de la nourriture humaine, de la chair humaine. Ce qu'on peut remarquer enfin sur cette phrase, c'est qu'elle commence par 2 présentatifs qui sont mis en parallèle, donc il y a un parallélisme de construction. Ce n'est pas, c'est... Alors, donc, oui, excusez-moi. Ce n'est pas pour s'en nourrir, c'est pour signifier une extrême vengeance. On remarquera l'extrême vengeance, donc l'hyperbole de cette dernière remarque. On passe ensuite au troisième mouvement, la preuve de la férocité des Européens. Donc cette preuve, elle est annoncée dès la ligne 14. En voici la preuve, par un présentatif à nouveau. Montaigne signale que certains Indiens ont pu assister au massacre perpétré par les Portugais, qui sont un des peuples colonisateurs des Indes. Ces Portugais donc usent d'une autre sorte de mise à mort, cette autre sorte de mise à mort qui va être davantage condamnée par Montaigne que la mise à mort pratiquée par les Indiens. Alors,
déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les prisonniers sont maltraités, hein, on l'a dit. Ils sont torturés d'une manière particulièrement abominable, et là aussi Montaigne va insister sur les détails. Donc, à partir de la ligne 16, mise à mort qui consistait à les enterrer jusqu'à la ceinture et à tirer au demeurant du corps un grand nombre de flèches et à les pendre après. Donc 3 pratiques de torture différentes. Montaigne insiste par l'hyperbole un grand nombre de flèches sur la cruauté particulière de cette civilisation européenne. Par ailleurs, donc, la conclusion logique, c'est que les cannibales, qu'est-ce qu'ils en tirent? Que cette sorte de vengeance opérée par les Portugais est bien pire que la leur. Et c'est ce que Montaigne nous invite, nous aussi, Européens, à penser. Les Européens sont bien pires en matière de barbarie et de férocité que les Indiens. Cette phrase qui se poursuit, parce qu'elle est quand même très très longue, insiste sur le fait que les Portugais et les Européens, d'une manière générale, se conduisent comme de véritables démons. C'est pourquoi ils sont associés au vice, à la ligne 19, et à la malice. Alors il faut remarquer que le terme de malice vient de malin, et le malin, avec un grand M, en fait, c'est le diable. Donc effectivement, les Européens seraient des êtres diaboliques. On remarquera aussi que les Européens sont considérés comme des malades qui seraient contagieux. On est en pleine modernité, puisque ils répandent la connaissance de beaucoup de vices chez leur voisinage. Ce terme de répandre met en scène une espèce de contagion. Et Montaigne termine sa phrase en montrant que la pratique traditionnelle et rituelle des Indiens va être modifiée par cette contagion des Européens, puisqu'ils vont changer leur pratique pour mettre à mort leurs prisonniers, afin d'adopter celle des Européens qui leur semblent encore plus horribles, et donc le signe d'une vengeance encore plus terrible. La quatrième phrase, donc, qui commence à la ligne 22, la quatrième mouvement qui commence à la ligne 22, insiste sur le fait que... c'est une conclusion. Et ce qu'on peut remarquer à nouveau, c'est un présentatif qui est mis en parallèle au niveau de la structure. Ce qui me désole, ce n'est certes pas, c'est bien plutôt que. Donc d'abord, Montaigne va présenter ce qu'il ne considère pas comme étant finalement le plus grave. Ce n'est pas que nous remarquions l'effroyable barbarie qu'il y a dans une telle action, et pourtant ce qui semble le plus grave, il y a quand même une hyperbole, effroyable et barbarie. Et finalement, cette effroyable barbarie paraît finalement moins importante que les fautes commises par les Occidentaux. Alors, Montaigne va insister sur l'opposition entre leur faute et les nôtres, sachant que le terme de faute est un terme à connotation religieuse, c'est un péché. Autrement dit, les Occidentaux qui prétendent agir au nom de Dieu commettraient en réalité des péchés en maltraitant les Indiens. Et il finit donc par une remarque qui ressemble un petit peu à un proverbe. Je ne sais pas si vous le connaissez. On voit souvent la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qui est dans le nôtre. C'est-à-dire qu'on voit bien les défauts qu'il y a chez les autres, mais on est complètement aveuglé par nos propres défauts. Et effectivement, c'est ce que Montaigne met en valeur avec l'adverbe d'intensité si, dans si aveuglé sur les nôtres. Donc finalement, il y a une remise en perspective et une inversion de la barbarie qu'on avait déjà un petit peu dans le texte numéro 1. Ceux qui apparaissent comme étant les plus barbares ne sont pas ceux que l'on pourrait croire. Je m'aperçois que j'ai oublié, après les mouvements du texte, de vous annoncer le projet de lecture. Faites pas comme moi le jour du bac, s'il vous plaît. Après les mouvements,
le projet de lecture. Le projet de lecture, c'était justement de montrer comment Montaigne transformait le regard porté sur les cannibales. Donc, en conclusion, donc on peut dire qu'effectivement, ce regard porté sur les cannibales va être complètement modifié, puisque ce ne sont pas les cannibales qui vont apparaître comme les plus féroces et les plus redoutables, mais bien les Européens. Il y a une remise en cause des valeurs prônées par la société occidentale. Alors, en conclusion, vous pourriez, en deuxième partie de conclusion, vous pourriez utiliser le texte numéro 8 que je vous ai distribué lorsque on s'était vu au théâtre. C'est un texte de Lévi-Strauss qui s'intitule « Les raisons de l'anthropophagie », paru dans Race et Histoire en 1952. Alors je vous le lis, c'est un texte qui est tiré en fait du manuel d'humanité. Donc ceux qui font HLP avec moi peuvent le retrouver dans leur manuel et puis peuvent l'exploiter aussi dans le cadre de cette spécialité. Prenons le cas de l'anthropophagie, qui de toutes les pratiques sauvages est sans doute celle qui nous inspire le plus d'horreur et de dégoût. On devra d'abord en dissocier les formes proprement alimentaires, c'est-à-dire celles où l'appétit pour la chair humaine s'explique par la carence d'une autre nourriture animale, comme c'était le cas dans certaines îles polynésiennes, et comme c'était le cas, selon Montaigne, chez les Scythes. De telles fringales, nulle société n'est moralement protégée. La famine peut entraîner les hommes à manger n'importe quoi. L'exemple récent des camps d'extermination le prouve. Restent alors les formes d'anthropophagie qu'on peut appeler positives, celles qui relèvent d'une cause mystique, magique ou religieuse. Ainsi, l'ingestion d'une parcelle du corps d'un ascendant, c'est-à-dire d'un ancêtre, ou d'un fragment d'un cadavre ennemi, pour permettre l'incorporation de ses vertus ou encore la neutralisation de son pouvoir. Outre que de tels rites s'accomplissent le plus souvent de manière fort discrète, ce qui n'est pas le cas chez Montaigne quand même, portant sur de menues quantités de manière organique pulvérisée ou mêlée à d'autres aliments, on reconnaîtra, même quand elles revêtent des formes plus franches, que la condamnation morale de telles coutumes implique soit une croyance dans la résurrection corporelle, qui serait compromise par la destruction matérielle du cadavre, soit l'affirmation d'un lien entre l'âme et le corps et le dualisme correspondant, c'est-à-dire des convictions qui sont de même nature que celles au nom desquelles la consommation rituelle est pratiquée et que nous n'avons pas de raison de leur préférer. D'autant que la désinvolture vis-à-vis de la mémoire du défunt, dont nous pourrions faire grief au cannibalisme, n'est certainement pas bien plus grande, bien au contraire, que celle que nous tolérons dans les amphithéâtres de dissection, c'est-à-dire dans les parties des hôpitaux qui sont vouées à la dissection des cadavres à des fins de recherche médicale. Voilà, donc vous pourriez faire une ouverture sur ce texte de Lévi-Strauss, Les raisons de l'anthropophagie. Je vais prendre en photo la lecture linéaire rédigée intégralement et vous l'envoyer sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Donc sur notre chaîne WhatsApp qui est... notre groupe WhatsApp, pas la chaîne, pardon. Je suis désolée, je commence un peu à me mélanger, il commence à être tard pour moi. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les transmettre via WhatsApp. Et je vous encourage, je fais plus que vous encourager, à préparer l'extrait numéro 3 pour la lecture linéaire que je vous ferai donc en début de semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.